Après, pendant qu'il dormait, il était réveillé par un son étrange. Et c'était des insectes, c'était des vivants, hein, c'était des vivants dans les carottes. Donc tout ça pour vous dire qu'un herbier peut cacher plein de vies encore. Je pense que cette femme, Hilaria, n'a jamais imaginé qu'une japonaise vient, 200 ans plus tard, à lire son herbier, mais qui sait, on ne sait jamais, parce que chaque fois qu'on tient un journal intime, peut-être on a ce désir qui sera peut-être... Bon, bien sûr, on ne voudrait pas que nos parents ou bien notre famille le lisent, mais on a peut-être envie qu'il sera lu un jour par quelqu'un. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on découvre. Il y a beaucoup de choses que les odeurs, le son, ce qu'on a tendance à ignorer, en fait, finalement, nous apprennent. Donc, il suffit d'ouvrir les oreilles et les narines. Cette rencontre que vous faites avec un herbier, puisque vous dites au tout début du texte, tout a commencé par une plante, ou par une main qui la touche, ou par les deux. Alors, précisément, comment ce texte a-t-il commencé ? Alors bonsoir, je suis très contente d'être parmi vous. Et en fait, souvent, un livre commence... Enfin, non seulement ce livre, mais beaucoup de livres commencent par une rencontre. En tout cas, chez moi, toute seule, je reste bien pauvre, disons, en idée, et que souvent, ce sont soit des personnes ou bien des choses qui viennent. Et donc, dans ce cas précis de Venise Mille Fleurs, c'était cet herbier qui m'a été confié par le père d'une amie que j'ai rencontrée à Venise. Bien sûr, on peut dire que c'est un hasard assez miraculeux, mais je pense que ce genre de rencontre, il peut y avoir assez fréquemment, parce que, par exemple, on peut vous montrer un herbier, par exemple, quand vous avez visité Venise, vous êtes invité chez quelqu'un et qu'on vous montre, voilà, et puis c'est joli, et puis après vous fermez l'herbier et puis vous passez à côté. Et je pense qu'il y a aussi des rencontres ratées comme ça que je fais dans d'autres occasions. Mais un herbier, c'est un objet qui est vraiment très très curieux parce que j'ai dit un objet, mais j'hésite à dire un objet parce que il y a une sorte de concentré de vivant et des traces de vivant. Parce que non seulement, bien sûr, il y a la trace de la vie de celles et ceux qui l'ont conçu. Parce que si, par exemple, le cas de Herbier d'Hilaria, cette femme vénitienne de début du 19e siècle, si elle n'avait pas regardé une plante et s'il n'avait pas décidé de s'intéresser à cette plante et qu'elle fait les récoltes, ces plantes ne seraient pas parvenues jusqu'à nous. Donc, si les plantes ont pu faire ce voyage temporel, et c'est grâce au regard d'une femme et aussi les mains d'une femme. Donc, c'est aussi la trace d'une personne, mais aussi ce sont les plantes elles-mêmes qui sont des vivants et qui, on peut dire qu'elles ne sont plus vivantes, mais qui sait,
parce que peut-être parfois, elle garde un peu de graines. Aussi, récemment, il y avait un ami qui est compositeur, qui m'a raconté une anecdote comme quoi, en fait, il a ramassé les écosses de caroube, parce que ça fait justement, ça fait des sons comme ça. Et tout ce qui se crée des sons, ça l'intéresse. Et puis, il est rentré avec ça à la maison. Et puis, il avait oublié, quelques semaines après, pendant qu'il dormait, il était réveillé par un son étrange. Et c'était des insectes, c'était des vivants, hein, c'était des vivants dans les caroubes. Donc, qui sait, peut-être il y a des... Donc voilà, donc, tout ça pour vous dire qu'un herbier peut cacher plein de vies encore. Oui, c'est ça. En fait, à la fois, c'est... parce qu'en fait, en vous disant, je me suis dit, mais en fait, moi, c'est vrai que j'ai pas... Enfin, je crois même que j'ai jamais tenu d'herbier dans les mains. Enfin, parce que... si j'ai besoin d'un renseignement, mettons sur une plante ou quelque chose, je vais aller sur Internet directement. Et donc, en fait, je vais avoir l'accès... la médiation numérique pour avoir accès à l'information, je sais pas, du nom de la plante, mettons, des choses comme ça. Mais comme vous le dites précisément, l'herbier, c'est un objet qui est vivant, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, qui renferme à la fois des odeurs, des images, et puis un passé, en fait. Il y a tout un poids de passé. Et puis aussi, un herbier, ce n'est pas quelque chose qui est, en fait, limité à une pratique chez les connaisseurs. Tout le monde peut le faire. Les écoliers peuvent le faire. On apprend, et justement, moi je l'ai appris à l'école, peut-être en France aussi. Il y a souvent beaucoup de gens, en fait, qui ont le souvenir d'avoir laissé une plante entre les pages, par exemple. Donc c'est ça aussi qui nous touche. C'est à la portée de tout le monde. Oui, c'est accessible et c'est vivant en même temps. Et c'est comme une porte d'entrée, je trouve, qui est tout à fait pertinente pour faire de la ville de Venise une ville vivante, justement. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous essayez de faire dans votre texte, c'est de sortir de cette vision d'une ville un peu musée, muséifiée, pour nous la faire découvrir un petit peu autrement, par ses odeurs, par ses plantes. Donc l'herbier, donc pour revenir un petit peu sur ce que vous avez dit, donc, que vous bien découvrez chez un ami qui vous y donne accès. Donc c'est l'herbier d'une femme qui s'appelle Hilaria, qui a vécu au 19e siècle, je crois. Et donc il y a des notes aussi, et donc vous les retranscrivez ces notes dans votre texte, et vous rentrez en dialogue avec ces notes, c'est-à-dire qu'il y a l'herbier d'Hilaria, puis il y a votre propre herbier, et donc en fait vous créez une sorte de dialogue avec cette personne morte, en fait. Et donc c'est une manière pour vous de nous faire rentrer dans le secret de la ville, finalement. Oui, et surtout, je pense qu'il y avait cette envie et l'excitation d'entrevoir un peu la vie d'une personne. Je pense que cette femme, Hilaria, n'a jamais imaginé qu'une japonaise vient, enfin 200 ans plus tard, à lire son herbier, mais qui sait, on ne sait jamais, parce que chaque fois qu'on tient un journal intime, peut-être on a aussi ce désir bien secret qui sera peut-être... Bon, bien sûr, on ne voudrait pas que nos parents ou bien notre famille le lisent, mais on a peut-être envie qu'il sera lu un jour par quelqu'un. Et donc, c'était cette excitation-là c'est vrai, qui m'a donné envie de savoir, de connaître mieux la ville où Hilaria a vécu. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Oui, donc en fait, c'est vraiment la rencontre avec quelqu'un qui vous donne envie d'écrire sur la ville. Oui. C'est vraiment comme une histoire d'amour. On voudrait mieux connaître cette personne, donc on voudrait mieux connaître la ville, ce qui l'entoure. Oui. Et oui, et d'ailleurs, vous dites, en fait, ce qui vous intéresse chez Hilaria, c'est que c'est quelqu'un de tout à fait ordinaire, finalement. C'est pas une personne extraordinaire. En fait, elle vous donne accès à
une part de l'intimité de comment on vivait à cette époque dans ce lieu, en fait. Et à vrai dire, après la sortie du livre, donc j'ai fait des rencontres et souvent des lecteurs me racontent des histoires. Et donc j'ai eu une personne donc, qui m'a raconté que sa grand-mère aussi fabriquait un herbier aussi. Donc on a... j'ai un ami qui m'a montré aussi le carnet de recettes de sa grand-mère. Et aussi, enfin, c'est toute une autre nature. Mais le carnet de recettes, c'est aussi une sorte de journal intime, parce que ça raconte sa vie, ça raconte les plats qu'elle aimait, ou bien que ses enfants aimaient. Et donc, en fait, tous les textes manuscrits aussi cachent une part de la vie de cette personne. Oui, absolument, ouais. Oui, en fait, c'est un accès très brut. C'est un accès très brut, en fait, à la vie, vraiment à l'état pur, en fait, d'une personne qui écrit en plus sans forcément savoir, même s'il y a peut-être ce délire secret, comme vous le dites, qu'elle sera lue un jour, qui se livre sans filtre. Donc ça rend ça d'autant plus intéressant, surtout quand on est écrivaine. Oui. Et donc, pour percer les secrets de la vie d'Hilaria, vous dites que vous vous mettez vraiment à l'écoute de la ville. Et donc, voilà, il y a plein de manières différentes de vous mettre à l'écoute. Mais moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous faites pour par exemple, partir à la rencontre de cette ville, parce que vous avez traversé un certain nombre d'obstacles. À un moment, vous dites que vous étiez triste parce que vous sentez que la ville ne vous parlait pas. Vous avez joué au loto. Racontez cette parce que pour vous, ça a été aussi un moment marquant, puisqu'en fait, vous le restituez dans votre texte, et vous dites que voilà, c'est à ce moment-là que vous avez compris que peut-être la ville allait vous dire quelque chose et que vous deviez vous mettre à son écoute. Oui, je dis souvent que je pratique une écriture qu'on appelle le kikigaki, donc en japonais, et qui serait donc littéralement traduit comme la littérature de l'écoute, justement, et qui est un peu équivalent des livres de témoignages, de reportages, et en fait qui est écrit à partir des voix des autres. Et donc, il y a disons, oui, des écrivains qui le pratiquent chacun à sa manière. Donc, il y a des gens qui sont vraiment très, très stricts, très minimaliste, qui s'efface, mais le plus possible, l'écrivain, donc soi-même, donc qui pose des questions. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas possible. Parce que selon les personnes qui posent des questions, la personne, ou bien une ville, ou bien un document ne répondent pas de la même manière. Ouais. Donc, moi, je fais souvent, disons, je me présente donc auprès de Venise. Bonjour, je m'appelle Yoko Sakiguchi, je suis japonaise et tout. Non, mais c'est vrai, parce qu'une ville, c'est comme une personne, elle a sa vie, et puis elle a ses difficultés, elle a ses défauts, elle a sa qualité, et aussi avec le temps, on la connaît mieux, parfois on la déteste, parfois on l'aime de nouveau, donc c'est... Et donc c'est à la fois, donc ce livre parle de la relation, disons, imaginaire avec Hilaria comme une amie imaginaire, mais qui existe vraiment, qui a existé, et aussi une histoire avec cette ville. Donc voilà, donc je pense qu'il y a 12 histoires, mais en même temps, Hilaria a vécu dans cette ville, donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà. C'est ce dialogue imaginaire qui donne de l'épaisseur à la ville. Enfin, en tant qu'expérience de lecteur, c'est vrai qu'elle est cette découverte qu'on fait de la ville, elle est enrichie par
par ce dialogue que vous avez avec cette inconnue, en fait, et dont vous imaginez tout, et qui vous fait poser plein de questions sur ce qu'elle pouvait vivre, penser, les endroits qu'elle a pu traverser. Est-ce qu'elle a été amoureuse un jour? Est-ce qu'elle a été aimée? Oui, parce que en fait, jusqu'à maintenant, donc je pratiquais cette littérature de l'écoute avec les gens qui sont vivants. J'ai fait un livre sur. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous décrire ça un tout petit peu plus, la littérature de l'écoute? Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Peut-être des gens. Alors, par exemple, en fait, ça a commencé, je pense, surtout après-guerre, par exemple, il y a une écrivaine très connue, donc qui a été, qui a fait toute une interview auprès des mineurs, donc des mineurs, mais celles qui femmes, celles qui ont travaillé dans les mines, par exemple, et qui en ont fait un livre, par exemple. Et ça, on peut appeler ça la littérature de l'écoute. Aussi, juste après la triple catastrophe, il y avait beaucoup de livres, il y avait beaucoup d'écrivains donc, qui sont partis, donc soit à Fukushima, soit dans le nord aussi, dans d'autres lieux sinistrés qui pour recueillir les voix. Ouais, voilà. Et donc, c'est un peu ce que, disons, de ma manière, ce que j'ai fait pour le livre sur Beyrouth, ou bien avec Beyrouth. Mais pour Venise, donc, je voulais justement écouter la voix de la femme qui a existé, qui n'existe plus, et la voix de la ville avec laquelle je ne sais pas en quelle langue parler. Donc, la pratique de l'écoute devient, disons, assez acrobatique. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai essayé par tous les moyens. Donc, voilà, donc j'ai essayé de d'écrire des lettres, donc acheter des lotos, donc voilà, de savoir ce qu'ils nous disent. Donc, c'est enfin, sans être dans l'occultisme, j'ai réfléchi. En fait, c'est un défi, disons, littéraire de savoir comment on peut communiquer avec l'histoire, en fait. Oui, c'est ça. En vous écoutant, je me dis, enfin, je mets un mot sur quelque chose que j'ai senti en vous lisant et que j'ai pas. C'est que vous écrivez votre propre tentative de comprendre la ville, en fait, et qui prend de multiples formes et qui change au fil du récit, ce qui fait que le récit devient très vivant, en fait. Et peut-être pour revenir juste sur l'une des choses qu'on se disait juste avant de commencer la rencontre, et parce que aussi on est donc dans une école de méditation pour celles et ceux qui viennent ici pour la première fois. Voilà, on enseigne ici la pratique de la méditation, et c'est pour cette raison aussi que je voulais vous inviter, cher Miyoko, c'est que vous me disiez juste avant des exercices d'attention sensorielle, et j'ai trouvé ça formidable parce que c'est exactement ça la pratique de la méditation. C'est vraiment quand on sent que le lien avec le monde est un peu coupé, rouvrir ce lien avec ce monde en étant très attentif au monde qui nous entoure par les sens. Et j'ai l'impression que c'est aussi une des portes c'est une des portes d'entrée dans la ville de Venise. Les odeurs, les sensations physiques. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette... C'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit que donc j'essaye donc de comprendre la ville, mais ce n'était pas exactement cela, parce que j'essaie de sentir plus la ville, c'est plus ça. Et d'ailleurs, je pense que, enfin, j'ai beaucoup écrit sur les 5 sens, parce que je crois profondément qu'il y a des choses, disons, enfin, je ne vais pas dire qu'il y a des choses qui nous guident, mais qu'il y a des décisions, par exemple, qu'on fait, non pas par après un travail plus que quelque chose, mais que peut-être c'est une odeur
qui nous fait décider quelque chose, ou bien c'est un son. Parce qu'il y a tellement d'éléments enfin, dans le monde extérieur. Et je pense qu'on est en lien sans le savoir. Et bon. Alors, donc, pour Venise, je pense que Venise est un grand laboratoire de cinq sens, et, parce que comme il n'y a pas de voiture, par exemple, les sons, donc il paraît que c'est une des villes qui garde le plus le son historique, donc des bruits de la ville, des activités enfin, humaines ou autres, parce qu'il y a des oiseaux aussi. Donc, ça m'a permis d'être vraiment attentif à chaque pas les sons et les répercussions de sonores, parce qu'il y a beaucoup de ruelles, les odeurs changent à chaque coin de rue. Et j'étais sûre que quand je rentre à Paris, je serais triste de ne plus sentir tout cela. Mais en fait, non. En fait, non. Il suffit de... Je me suis rendu compte combien je fermais les oreilles, je fermais le nez en marchant dans la rue, par exemple. Et l'autre jour, je prenais le train, enfin le métro assez tôt, 6h, 6h15, et puis je commençais à écouter le bruit de métro, enfin de train. Et c'est super complexe parce qu'il y a des crissements de roues, il y a de sons qui fait et puis il y a non mais c'est vrai, donc il y a en fait 4 ou 5 éléments de partout en fait qui créent ce son qu'on appelle le bruit de métro. Et j'avais presque envie de décrire une partition. Et je dis, alors, comment on peut noter ça? Et puis aussi, et en arrivant, donc justement, ce matin-là, à la station de métro, et donc il n'y a pas encore beaucoup de gens, donc ça sent le produit de nettoyage. Et qui n'est pas encore effacé par la foule. Et je me suis dit, ben, par exemple, ceux qui partent tous les jours à 6 heures du matin, ceux qui travaillent tout le matin, connaissent cette station, mais tout à fait autrement que les autres. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on découvre. Il y a beaucoup de choses que les odeurs, le son, oh, bon, bien sûr, la vie aussi, mais ce qu'on a tendance à ignorer, en fait, finalement, nous apprennent. Donc il suffit d'ouvrir les oreilles et les narines. Et d'ailleurs, vous en faites des exercices d'atelier d'écriture, je crois. Oui. La dernière fois, je l'ai fait avec les grands et les petits, en fait, tout en même temps. Et j'ai demandé de décrire sur une odeur qu'on n'a pas encore sentie dans la vie et qu'on aimerait bien sentir. Et il y avait une fille de 9 ans qui a écrit sur son envie de sentir l'odeur d'une abeille. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai. Et les grands disaient, ah oui, non, mais comment c'est l'odeur de ta veille? Enfin, j'ai jamais senti. Et puis il y avait une autre fille, enfin, qui était sa copine, qui a dit, moi j'écris sur l'odeur d'une louve. Et ça, c'était un poème. Et donc, moi, je pense que l'odeur d'une louve, et c'est comme ça. Je dis, waouh, c'est incroyable. Et non, mais c'est vrai que voilà, donc il y a plein de choses qui existent finalement, mais qu'on n'a pas, qu'on passe à côté, justement, les rencontres qui existent dans notre vie. Et précisément dans Venise, ce que vous décrivez aussi, c'est une ville qui est peut-être une diversité de communautés, de paysages, qui est vraiment assez intense de par son histoire aussi. C'est une ville qui possède un
enfin un passé, pardon, c'est mal dit, mais c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez retrouver le nom des lieux qu'Hilaria a traversés il y a 5 siècles, et vous dites par exemple à Tokyo, ça me serait impossible. C'est vrai. Parce qu'en fait, il y a une préservation en fait, du patrimoine dans cette ville qui la charge en fait de sens, d'histoire, et qui la rend particulière aussi pour cette. C'est vrai, c'est très complexe parce qu'il y a à la fois, bon, bien sûr, tout le monde le sait, donc il y a la trace de l'histoire qui est vraiment très vive, présente, mais en même temps, on oublie, on a tendance à oublier que cette ville a connu aussi, au cours de la modernisation, en fait, beaucoup de changements. Et puis, donc, ce qui aussi m'a fait écrire ce livre, c'est tous les, enfin, je vais pas dire les luttes, mais quand même l'amour des habitants de la ville, donc qui ont décidé de vivre dans cette ville et qui ont décidé de garder l'âme de la ville, non pas de façon muséifiée, mais vraiment l'âme vivante de la ville. Et donc, les plantes comprises. Et donc, il y a beaucoup d'associations. En fait, ça m'a fait un peu penser Bourdagne. Donc, il y a des associations, mais tous les quartiers. Il y a une citoyenneté. Et ça, on ne connaît pas beaucoup. En fait, quand on parle de Venise, on ne parle pas suffisamment de ce que font les habitants pour que cette ville continue à vivre. Donc ça aussi, ça faisait partie de but pour écrire ce livre. Oui, il y a une attention enfin, quand vous parlez de citoyenneté, à un moment vous dites en fait, en effet, on attend des citoyens de Nice qui soient respectueux de l'écologie, de l'environnement. Enfin, il y a vraiment cette attente et cette responsabilité en fait de préserver l'environnement. Et ça peut être à la fois très courageuse, parfois violente. En fait, comme on a vu parfois pour les mouvements contre le Grand Ferry, de se jeter enfin dans la lagune. Mais aussi, pendant que j'étais à Venise, suite à un accident d'un grand arbre qui est tombé, dans la municipalité qui n'a pas fait son travail de contrôle, a décidé de couper tous les grands arbres comme ça, tant qu'à faire, il n'y a pas de problème. Et bon, bien sûr, les habitants étaient contre, parce qu'il y avait beaucoup d'arbres, justement historiques, et qui ne sont pas malades, donc qui ne sont pas prêts à tomber. Et donc, ces habitants, avec les enfants, commencent à dessiner les yeux sur le tronc des arbres. Et quand les arbres vous regardent, c'est plus difficile de couper. Mais bien sûr. Mais enfin, ça paraît innocent, mais c'est important. En fait, c'est pour vous dire que ces arbres-là sont vivants. Et je trouve absolument extraordinaire. Et je voulais que ce livre soit aussi une sorte de guide de la ville, mais pour retrouver le bananier, le magnolia, la glycine, mais aussi les arbres avec les yeux, avec une tronche comme ça. Et ça, voilà. Donc Et après, il y avait justement, il y a des lecteurs qui m'ont envoyé les photos de « Alors, votre bananier !» Mais ça me fait penser à un texte qui vient de paraître, peut-être que c'est Aurélien Gautry, qui a écrit Les enfants de l'île Féroé, qui est un texte sur les îles Féroé, qui est un texte magnifique, très très beau, où en fait il donne la parole à la nature, au vent, il fait parler le vent,
Il fait aussi parler les objets mm, de la vie ordinaire. Il fait parler les bonnets, les mm, seuils. mm, Il fait parler les villages. mm. Il fait parler, voilà, donc il décrit un drame qui a lieu dans une petite ville des îles Féroé. Mais ce sont les objets qui regardent le drame et c'est la nature qui regarde le drame. Et c'est vraiment bouleversant parce que du coup, il redonne vie à ces objets, à cette nature qu'on a l'habitude justement de banaliser ou de ne pas regarder. Et c'est vraiment absolument bouleversant. Et en effet, je trouve que c'est vraiment une porte d'entrée dans votre récit qui nous permet de, de déplacer un petit peu notre regard sur une ville qui aussi, donc c'est un autre porte que j'ouvre, mais qui se conjugue aussi, qui s'est beaucoup conjugué au masculin, qui a beaucoup été écrite par des hommes. Et j'aimerais juste qu'on en discute un tout petit peu, parce que je crois que c'est quand même une des motivations aussi de votre texte, c'est de aussi redonner de la place, de l'espace aux femmes qui ont constitué cette ville. Oui, c'est vrai. Et disons que, bon, bien sûr, j'ai rencontré aussi bien les femmes que les hommes, mais à la fois, donc, je m'intéressais plus à celle. C'est vrai, c'est à partir de la rencontre avec Hilaria, je voulais savoir comment, d'abord, elle vivait, ce qu'elle avait pensé, et aussi après ses entourages, ses amis. Et ensuite, après, il se trouve que j'ai fait une recherche aux archives de musées des hôpitaux psychiatriques de San Servuro et San Clemente. Et donc, j'ai pu avoir accès à des fiches personnelles, donc de ce qui était Internet. Et il y avait des photos. Il y avait photos, il y avait Lucas, donc le premier, il y avait la photo du moment d'entrée. Et le deuxième, parfois, il pouvait sortir, et parfois, parce que souvent, c'était aussi, donc le dérèglement était dû à une malnutrition, parce qu'il y avait la pauvreté, voilà, donc dans le milieu paysan qui est entré enfin dans la ville, et donc après, donc ils ont envoyé ce qui était, enfin les marginales, à l'hôpital. Donc parfois, ils ont pu sortir, parfois non, parfois mortes. Et puis j'ai passé des jours à rencontrer ces femmes. Donc je ne peux dire que de cette façon-là. Donc je n'ai pas regardé les photos, j'ai rencontré, parce que dans les photos, elles me regardent, enfin elles nous regardent. Et quand nos regards se croisent, disons une sorte de... Ce n'est pas une responsabilité, mais c'est comme une sorte de... aussi de dialogue. C'est comme une sorte de... Elle nous parle. Donc c'est aussi l'histoire de l'écoute, mais pas le regard. Donc je me suis dit... enfin, je leur ai dit, je vais écrire sur vous. Et donc, je voulais, voilà. Donc, ce que j'ai fait aussi, donc c'est la promesse que j'ai tenue. Et donc, c'est par là que j'ai commencé à m'intéresser aussi, par exemple, à la prison des femmes, aujourd'hui, qui existe aussi à Giudecca, l'île de Giudecca, et il y a un potager. Donc là, les plantes, donc elle cultive les plantes et qu'on peut acheter aussi. Donc ça c'est une chose bon, bien sûr, quand on est juste un passager, on passe à côté. Donc ce sont les femmes aussi qui m'ont fait découvrir plein de choses de la ville. Donc c'est comme une sorte de constellation. Il y a des plantes qui m'ont appris des choses sur la ville et la ville
raconter des histoires aussi, mais les femmes qui sont... Tout est lié. Merci beaucoup, Ryoko. J'aimerais peut-être vous poser une dernière question avant de laisser la parole aux personnes présentes. Je voulais juste vous demander, dans le texte, à un moment, vous dites que rencontrer une ville, c'est comme traduire un livre. Est-ce que vous pourriez nous dire, enfin parce que vous avez une expérience de la traduction, et que vous dites que traduire un texte, c'est le redécouvrir entièrement, et dans quelle mesure vous liez ça à l'expérience de la rencontre avec une ville? Alors, traduire, enfin, l'acte de traduction, on a tendance à penser que c'est un travail laborieux. Ça l'est. C'est un travail qui est rigoureux, ça l'est aussi. Mais il y a une lecture qui n'est possible que qu'en traduisant. Et c'est aussi pour ce plaisir énorme. Et c'est une sorte de maladie une fois qu'on l'a connue, donc dès que qu'on finit de traduire un livre, on cherche toujours à nouveau parce qu'on peut entrer en lien mais vraiment profond avec un texte. Un livre, on peut lire, relire 10 fois, 20 fois. Il y a une porte qui ne s'ouvre qu'en traduisant. Et je pense qu'on peut visiter une ville 2 fois, 3 fois, habiter 1 an, 2 ans, mais je pense que ça, cette fois-ci, j'ai compris qu'il y a des choses, donc aussi, c'est une porte qui ne s'ouvre qu'en écrivant, parce que c'est en écrivant, je pense que dans la traduction aussi, qu'on s'engage. Et puis, la traduction, c'est mettre le texte de quelqu'un d'autre dans notre corps. Donc, ça passe dans notre corps. En fait, chaque fois, ce texte nous transforme. Et ce n'est pas la réécriture, parce que c'est seulement par notre corps qu'on ne peut traduire, comme une sorte de... Comme une sorte de, vous savez, de séance de médium. Donc, bon, si souvent, par exemple, je sais pas, descendre la lame de César, à un moment, je ne vais pas parler la langue, mais bien sûr, je ne peux le traduire qu'en français ou bien en japonais, mais on ne peut le faire descendre qu'avec nos moyens. Donc, la traduction, je pense que c'est un peu ça. Donc, et aussi, écrire sur une ville, c'est un peu ça. C'est-à-dire que parce qu'écrire, c'est écrire, c'est vivre, créer une autre vie et vivre avec. Donc, quand j'étais en train d'écrire ce livre, je vivais double vie. Donc, avec Venise, bien sûr en tant qu'une japonaise, disons, comme les autres, et aussi en tant qu'écrivain. Et donc, il y avait une sorte de double vie. Et quand on finit d'écrire, on sort de cette 12e vie. Et là, maintenant, je n'ai plus accès. Je n'ai plus accès à cette... La porte se ferme, bien sûr, heureusement. Et comme la traduction, la porte se ferme. Mais pendant qu'on écrit, on a accès à ce monde-là. Et c'est merveilleux. Et merci beaucoup, cher Ryoko Sakaguchi, pour ces très très beaux mots. Et si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment, ou des témoignages, des réflexions, toute prise de parole est la bienvenue. Des histoires. Vous avez des herbiers. Le livre a été écrit en français?
Alors, japonais. cette fois-ci, au début, j'ai commencé en japonais. Parce qu'en général, enfin, ces dernières années, je commençais toujours à écrire en français et ensuite je me traduisais en japonais. Et puis, cette fois-ci, je me suis dit, c'est quand même bizarre que je suis japonaise, je ne suis pas complètement bilingue, je suis beaucoup plus à l'aise en japonais, mais pourquoi ne pas écrire en japonais? Donc, je commence à écrire en japonais, ça se passe très bien, je dis, yes, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et puis après, arrivé à peu près au milieu de livre, je commence à me traduire en français. Catastrophe, ça n'allait pas du tout. J'ai pas trouvé mon style, c'était comme si la langue française boudait, était jalouse. Il dit ah oui, non mais si tu repars chez le japonais, bah, tu vas voir ce que tu vas voir. C'était un peu ça. Et donc j'ai dit non mais pardon. Et donc j'ai laissé de côté un peu le japonais, puis et fini d'avoir le français. Et pendant ce temps-là, je ne sais pas ce que le japonais fait. Je ne veux pas trop savoir parce que je l'ai laissé un peu tomber. Et donc là, la saison de la présentation de livres touche à sa fin, donc je pense dans pas longtemps aller revoir mon japonais pour savoir s'il reste de bonne humeur ou non. Donc du coup, pour l'instant, il est uniquement en français. Oui. Et peut-être vous allez vous-même le traduire en japonais. Oui, c'est ce que, en général, c'est ce que je fais en. Oui. D'accord. Oui. Et une autre question, est-ce que vous avez trouvé toutes les plantes de l'herbier? Est-ce qu'elles sont toujours vivantes à Venise ou... Non. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je ne... parce que j'ai essayé de visiter beaucoup de petites îles aux alentours, mais disons que comme je ne suis pas motorisée, je n'ai pas de bateau. Et donc, j'étais un peu à la merci des amis qui partent le week-end dans les îles que je n'ai pas encore visitées. Et donc, peut-être qu'il y a des îles qui poussent encore ces plantes que je n'ai pas trouvées. Parce que, comme il y a beaucoup d'îles abandonnées, et il paraît qu'il y a vraiment le flore étonnante dans ces îles. Oui, bonsoir. Je voulais vous demander combien de temps vous étiez resté à Venise pour faire toutes ces rencontres avec les plantes, avec les femmes du passé et puis celles du présent. J'ai commencé l'hiver 2023. 23 ? Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Et 24, 25. Donc, un peu plus de 2 années. Donc, c'est 6 saisons et demie. Et quand j'avais décidé d'y aller tous les 2 mois et passer 2 ou 3 semaines. Donc, pour connaître un peu toutes les saisons. Ce qui, pour moi, était la première fois, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, finalement. C'est une sorte d'investissement de temps, d'énergie, de tout ça. Mais en même temps, là, en fait, Venise, j'avais un peu peur parce que je ne pensais pas
pouvoir faire autant d'amis aussi rapidement. Mais c'est à la fois international, mais en même temps un petit village, tout le monde connaît tout le monde. Donc c'était relativement facile de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait me renseigner ou bien qui pouvait ouvrir la porte de cette institution, etc. Et donc tout allait très très vite, en fait. Merci. Et je pense qu'en fait, c'est aussi parce que cette ville, c'est aussi une ville comme on connaît bien, de la Biennale, et que toujours il y a des projets, toujours il y a des gens qui sont en train de monter des projets, de réaliser des choses. Donc, ils sont très habitués à faire rencontrer, de mettre en contact. Je pense qu'ils sont habitués à ça. Bonsoir. Je trouve que vous avez un regard très poétique sur le monde, sur l'impermanence des choses, sur les saisons qui passent. À quand un ouvrage poésie, un ouvrage poétique? Ah, j'étais poète pendant longtemps. Mais oui. Ouais, oui. Et, alors, je ne sais pas. Mais enfin, pour moi, la poésie, écrire la poésie, c'était de créer un lieu comme une sorte de vivier, un lieu protégé dans lequel les mots, chaque mot pouvait avoir son indépendance, sa liberté, que chaque mot, comme une personne pouvait vivre librement. Oui. Et peut-être, bien sûr, là, ce livre, je l'ai appelé roman. Mais tout à fait. Mais Ce sont des fragments de poésie, vos ouvrages, L'appel des odeurs, La voix sombre, tout ça se lit avec comme de la poésie. merci. Et je pense que peut-être c'est à partir du moment où j'ai compris que non seulement les mots, mais aussi justement les odeurs, les objets, les sons ont envie de vivre leur vie, et je pense que je voulais créer un lieu un peu plus, un terrain vague un peu plus grand où tous ces petits êtres pouvaient s'amuser. Et votre poésie existe, elle est éditée Oui, il y a des livres chez... En fait, c'est comme ça que j'ai commencé chez POL. D'accord. À partir de 2001, et j'ai un livre qui se passe dans le jardin botanique aussi. Donc, j'avais déjà c'est vrai, cette passion pour les plantes. Moi, j'aurais aimé que vous nous parliez de votre rapport aux questions, à la question. Parce que je trouve que dans vos livres, souvent, vous arrivez à des questions, vous vous questionnez, mais des questions très ouvertes. Quelle serait l'odeur de la tristesse Et pareil, dans Venise mille fleurs, vous suivez un cheminement de pensée qui aboutit à des questions, mais qui restent ouvertes et qui existent en tant que telles. Je ne sais pas si vous pouvez en dire quelque chose. J'adore les questions. J'adore les questions. Je trouve que c'est la forme la plus belle d'une phrase. Et j'ai une fois écrit un livre pour les enfants. Et donc, pour me présenter d'abord, donc, devant les enfants, donc je me dis que voilà, donc je suis écrivain, mon métier consiste à poser des questions, en fait. Et sans forcément avoir des réponses, ce n'est pas cela qui importe, mais je pense que déjà le monde est...
le monde est rempli de mystères. Et c'est une joie aussi de découvrir tous les jours des mystères qu'on n'a pas connus. Et de poser des questions, je ne sais pas à qui, mais comme c'est un acte presque enfantin, donc c'est de dire alors papa, mais pourquoi le ciel est bleu, papa, pourquoi, mais je pense que c'est important et je ne sais pas pourquoi dans l'école, on doit faire l'éducation des questions, on doit les encourager à poser, continuer à poser des questions, je pense. C'est parce que les questions sont des belles formes de la langue, mais les questions sont de belles choses, je pense. Et les questions sont aussi là pour que cette phrase aille à quelqu'un d'autre. Ils sont adressés à quelqu'un ou... Oui, ou bien comme un ballon, enfin on ne sait pas, mais les questions posées sur les pages, quelqu'un les retrouve un jour. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, justement, je peux s'arrêter là. Un grand merci. Merci. Merci pour ce très beau partage. Et donc Ryoko Sekiguchi va dédicacer son livre, mais aussi ses précédents. Vous pouvez retrouver auprès de nos partenaires de la librairie Almora, juste derrière. Voilà, si vous voulez vous procurer les ouvrages de Ryoko Sekiguchi. Et puis, on vous propose de rester pour un petit pot pour terminer cette soirée en beauté. Voilà, merci beaucoup. Merci.